Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Imaginez-vous être traîné sur une quarantaine de mètres par une voiture. C'est ce qui est arrivé à Olivier, un résident de Punaauia, en s'accrochant à la portière d'un touriste qui est depuis reparti aux États-Unis. Un fait divers que nous allons développer dans un instant. Les voyageurs en partance dans les îles devront payer une taxe de 1800 francs en plus du prix du billet, une taxe exigée par le pays pour compenser les lignes déficitaires d'Air Tahiti. La loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire a été adoptée la semaine dernière par le Sénat, de bon augure pour les Polynésiens qui préparent leur voyage, tandis que les restaurateurs espèrent la fin du couvre-feu. La loi est prête à être appliquée. On en parle avec Natacha Silagi. Bonsoir, à tout à l'heure. 1,87%, c'est le taux d'intérêt actuel accordé par les banques sur les crédits immobiliers. Une baisse liée à la crise Covid, mais aussi à la situation en Calédonie qui pousse certains à revenir. Vous allez le voir. Et puis, pour terminer, dans la suite de notre série de Maïor, on vous invite dans le quotidien de Pirato et sa petite famille. Une vie toute simple à découvrir dans votre rubrique Aïe Fénouan. Mais d'abord, à Punaauia, le choc des habitants du quartier Guérard à la pointe des pêcheurs, après qu'un résident de la servitude qui s'est accroché à la portière d'un touriste américain ait été traîné sur une quarantaine de mètres. Le chauffard a pris la fuite et est rentré aux États-Unis. Retour sur cet incident qui s'est déroulé mercredi avec Ismaël Tahiata et Patita Savia. Cette ligne droite ferait rêver n'importe quel pilote de Formule 1, mais pas les habitants du quartier familial Guérard. Le cauchemar qu'a vécu un des leurs ici les a marqués à tout jamais. Mercredi dernier, une voiture de location roule à très vive allure dans leur chemin. Olivier tente de raisonner le pilote. J'ai tenu sa poignée extérieure, parce que je voulais pas qu'il reparte. Parce que quand vous voyez la ligne droite derrière nous, là, c'est une vraie piste de run, là. Je sais pas, on saura jamais, mais peut-être qu'on a évité un drame plus grave au bout. Hein. Mais à ce moment-là, il démarre à fond la caisse. Ma main se retrouve, je sais pas, coincée dans la poignée extérieure, la porte s'ouvre. Traîné sur près de 40 mètres, Olivier est blessé, le biceps déchiré et une bonne partie de sa jambe déchiquetée. La voiture allouée prend la fuite. Les voisins ont tout vu. Il a atterri par ici. Donc, moi, de là... je suis venu voir s'il allait bien, déjà s'il était conscient. J'ai vu qu'il était conscient, donc j'ai appelé les pompiers. J'ai jamais vu une voiture débouler comme ça. Pour moi, je m'étais dit, il y a eu une bagarre. Lorsque j'ai entendu aussi la voisine hurler qui disait « Oh, mais ça va pas, non ?» Et j'ai à ce moment-là aussi entendu Olivier venir pour voir ce qui se passait. Et j'ai vu traîner Olivier, je m'étais dit « C'est une tentative de meurtre ». La plaque d'immatriculation permettra à la police d'intercepter le pilote, un Américain et sa passagère. Ils étaient sur le point de quitter le pays. On nous a dit qu'il a été entendu, il a donné sa version, mais dans la foulée, le parquet n'a pas jugé nécessaire de le garder. Donc il a pris son avion et il a pu partir. Et moi, j'étais encore pris en charge, je n'ai pas été encore entendu. Donc là vraiment, c'est là que la colère est venue. Dans sa plainte, Olivier a bien mentionné le délit de fuite, mais c'est insuffisant pour garder ces touristes au Fénouan plus longtemps. S'il y a un délit de fuite, après ça dépend du motif de la tentative de fuite. Souvent, on invoque le fait qu'on a eu peur de se faire lyncher par la population et on ne veut pas s'arrêter. On continue. Aujourd'hui, Olivier a l'impression d'avoir été lésé, abandonné par la justice. Choqué, sa fille ne peut plus aller à l'école. Ça aurait pu être une petite fille, ça aurait pu être un adolescent ou une personne âgée, autre que papa. Le résultat est là, c'est des blessures superficielles, certes, mais qu'il faut prendre en considération. Mais je pense que le plus gros, c'est vraiment psychologiquement, c'est difficile. Les conséquences, c'est que je paye mes soins. Là. Tous les jours, j'ai une infirmière à domicile. J'ai des médicaments, mais après, là, si je veux aller plus loin, il va falloir que je paye un huissier pour délivrer, parce que quand il ne va pas répondre, 2 cas de figure, il répond, il prend le billet d'avion, il vient à Tahiti, on est chez les bisounours, c'est magnifique. Mais il ne répond pas. Il va falloir un huissier, Colorado. Colorado. Première fois, deuxième fois, payer un avocat, je n'ai pas d'argent, moi, pour ça.
Pour une infraction commise par un étranger sur le sol de la République, la loi française est applicable. Le touriste américain peut être interdit de séjour en Polynésie pour une durée de 10 ans maximum si la loi l'exige. Je vous le disais en titre, il fallait s'y attendre. Pour compenser les lignes déficitaires d'Air Tahiti, le gouvernement impose une nouvelle taxe, soit 1800 francs en plus du prix du billet. Et cela est valable sur toutes les destinations des îles. Cette taxe sera applicable dès le 1er juillet. Les explications de Stéphane Ratino et Berlia. Un bandeau apparaît déjà sur le site de réservation des voyages en Polynésie. Chaque vol de plus de 100 km sera affecté par un surcoût de 900 francs, le double, pour un aller-retour. La décision a été prise en décembre par le pays, mais une partie des consommateurs en ignore l'existence. Comme une évidence, que ce soit à Tahiti ou dans les îles, les voyageurs montrent un certain agacement. Dire que les avions ont un taux de remplissage et des lignes déficitaires, je trouve que c'est exagéré. Aujourd'hui, pour aller au Tuamotu, nous faisons 3 ou 4 stops pour remplir l'avion. Et l'avion est toujours plein. 1800 sur chaque billet, c'est comme l'eau. Là. Et toi, tu voyages avec qui Parfois, je voyage avec un petit foyer, mes enfants et mon toit. Déjà, tout le monde n'a pas beaucoup de sous et on paye plus encore. En moyenne, chaque billet actuellement donne lieu à une addition de taxes. Elle avoisine les 4000 francs. Avec cette nouvelle contribution, un fonds de péréquation sera alimenté. Son but, alléger la facture vers les destinations déficitaires. L'opposition non inscrite refuse cette logique de la taxe. Elle espère aussi une participation de l'État. Nous estimons que ce n'est pas à la population de porter cette charge. Nous avions proposé à l'époque de... Pourquoi pas prendre sur le budget de fonctionnement de l'Assemblée de Polynésie française, c'est 550 millions, avant d'arriver à obtenir la participation financière de l'État. En tant que député national, vous avez demandé la participation de l'État central de Paris ? Exactement. C'est un sujet que j'ai travaillé dans le rapport de la continuité territoriale et j'avais pris l'exemple de la Guyane où l'État participe à hauteur de 1,2 milliard. Et j'avais évoqué la possibilité pour une même intervention de la part de l'État pour nous aider à financer les lignes déficitaires. Air Tahiti n'a pas sollicité la création de cette contribution, mais le système de péréquation habituel a été essoré par la crise de la Covid-19. L'urgence de la croissance touristique en est d'autant plus soulignée. Air Tahiti organisait une péréquation interne avant la crise Covid-19, c'est-à-dire qu'en fait, elle prélevait sur les tarifs, il est vrai, assez importants qui étaient pratiqués sur la clientèle touristique, de manière à pouvoir financer en interne les déficits des lignes structurellement déficitaires. Vous savez comme moi que les touristes ne viennent plus en Polynésie française. Nous espérons leur retour d'ici peu. Mais tant que ces touristes ne sont pas revenus, il n'était pour nous plus envisageable, plus possible de financer ces déficits. Le pays va mettre 400 millions dans ce fonds. La contribution des voyageurs devrait l'abonder à hauteur de 550 millions. À noter qu'en parallèle, l'Assemblée de Polynésie a mis en place une mission d'évaluation des tarifs d'Air Tahiti, une mission diligentée par Te Puarau Iter Itei et Lana Tetuanui. Quant au bilan Covid du jour, la Polynésie compte 17 cas actifs, dont 10 cas supplémentaires depuis vendredi. 2 patients hospitalisés, dont 1 en réanimation. La vaccination se poursuit avec plus de 48 000 Polynésiens totalement vaccinés. Plus de 59 000 attendent leur deuxième injection. Et l'heure des vacances approche à grands pas. Les Polynésiens se préparent à prendre l'avion. Les restaurateurs, eux, espèrent la fin du couvre-feu. Les restrictions sanitaires évoluent encore plus avec la fin de l'état d'urgence sanitaire. La loi est désormais totalement prête à être appliquée. Natacha Silagi. Bonsoir. Oui, effectivement, après avoir été adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat, la loi qui confirme la fin de l'état d'urgence vient d'être validée par le Conseil constitutionnel il y a quelques heures à peine. Et donc, avec elle, le pass sanitaire et l'allègement du couvre-feu, le décret d'application pour la Polynésie, c'est pour mercredi. Le pass sanitaire, eh bien, vous le savez, il concentre toutes les informations qui concernent le Covid, donc pour savoir qui sont ceux qui sont vaccinés et qui sont ceux qui ne le sont pas. Une application numérique disponible aussi sur papier. Et cette application, eh bien, grâce à cela, vous pourrez donc vous rendre à des manifestations qui regroupent plus de 1000 personnes à partir du 9 juin en métropole en scannant eh bien, vos tests
Covid et votre attestation de vaccination. En Polynésie, les autorités de l'État et du pays travaillent toujours sur un dispositif partagé entre la Polynésie et le pays. Il est presque terminé. Cette loi met fin à l'état d'urgence. Le couvre-feu va lui aussi prendre fin ? Alors, le couvre-feu en Polynésie, pour l'instant, est imposé de 22h à 4h du matin. Eh bien, les choses risquent d'évoluer dès la semaine prochaine. Le couvre-feu devrait passer à 23h, de 23h à 6h du matin, donc, et être totalement annulé à partir du 30 juin, aux grandes dames des maires de Polynésie qui veulent, vous le savez, qu'il soit maintenu. Mais ce sera compliqué, puisque même si bien l'État et le pays ont quand même leur mot à dire sur cette nouvelle loi. Ils peuvent l'adapter. Ce sera compliqué de maintenir un couvre-feu puisqu'il faudra décréter un nouvel état d'urgence, le faire valider, adopter par le Parlement. Il faudra donc que la situation Covid s'aggrave pour maintenir le couvre-feu en Polynésie française. Les frontières s'ouvrent. Plus que jamais, la vaccination s'impose selon le gouvernement. Alors oui, la vaccination s'impose et vous le savez peut-être, l'Agence européenne du médicament vient de décider d'autoriser la vaccination pour les enfants âgés de 12 à 15 ans. On attend de savoir comment ça va se concrétiser en France. En attendant, dès demain, en métropole, tous les plus de 18 ans pourront eux aussi être vaccinés. Une aubaine pour le secteur du tourisme en Polynésie. Une aubaine, pas forcément, puisque ça reste la population la plus compliquée à vacciner, puisqu'elle n'est pas très motivée. En Polynésie, seuls 15% des plus de 18 ans sont vaccinés. Merci Natacha Sélagé pour cet éclairage. Et vous le savez, le retour à la normale se fera bien sûr avec l'immunité collective lorsqu'au moins 70% de la population sera vaccinée. Quant à Vahine Fierro et sa coéquipière Canel Bullard, les deux surfeuses françaises ont finalement été testées négatives au Covid et autorisées à reprendre la compétition, déclaré forfait dimanche pour leur série du premier tour des championnats du monde de surf au Salvador. Après avoir été testées positives au Covid vendredi dernier, elles ont été à nouveau retestées, mais cette fois négatives à 2 reprises consécutives. Elles réintègrent donc la compétition. Vahine reprend au deuxième tour de repêchage opposé à la Brésilienne Silvana Lima. Et la crise Covid a aussi ses effets positifs, notamment sur les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers qui ont atteint des records de baisse, soit 1,87% en moyenne en ce moment. Si la crise sanitaire a refroidi les ardeurs des Polynésiens avec des prix toujours très élevés, pour ceux qui ont les moyens, notamment ceux qui reviennent de Calédonie, c'est le moment des bonnes affaires. Nicolas Suir et Sandroli. Le taux moyen du crédit immobilier à l'habitat a diminué en Polynésie. Il est passé de 2,50% en 2018 à 1,87% cette année. Une aubaine pour cet agent immobilier qui dit vendre plus et très rapidement car l'offre s'est réduite et la demande a explosé. Il y a la Nouvelle-Calédonie qui se porte pas bien et évidemment que comme il y avait beaucoup de Polynésiens là-bas, à peu près 12 000, il y en a 9 000 qui aimeraient bien revenir en Polynésie française, qui déjà, il y en a une partie qui sont revenus et évidemment que ça fait beaucoup plus d'acheteurs, donc ça fait monter les prix. Si le taux baisse, c'est aussi grâce à la crise sanitaire, car en période de crise, les gens sont plus prudents et retardent leurs investissements. Cette crise a également poussé les banques et l'Institut d'émission d'outre-mer à proposer des taux plus bas. Il y a aussi une politique de crédit des établissements des 3 banques de la place qui a été beaucoup plus favorable à l'instar de la crise sanitaire. Et il y a aussi l'impact en fait de la politique monétaire accommodante de l'Institut d'émission d'outre-mer qui a permis d'offrir aux banques des conditions de liquidité extrêmement favorables. Adeline, elle, n'a pas les moyens d'acheter, comme une grande partie de la population polynésienne. Elle devra donc se contenter de louer. Et les banquiers ne veulent pas forcément prêter la somme dont l'on aurait besoin. Voilà, aujourd'hui, mon souhait, ça serait d'acheter un F3 ou F4, donc 2 ou 3 chambres parce que j'ai un enfant. Or, mon budget que la banque pourrait me prêter, selon mes revenus, ça serait plutôt l'ordre d'un F2. 1,87%, ce taux est légèrement supérieur à celui de la France métropolitaine qui est à 1,24%. Une différence légère qui s'explique par le coût d'exploitation des banques plus élevé en Polynésie.
Qui sait si ces taux pourraient encore baisser à l'avenir. Et notez que 30 milliards de crédits supplémentaires ont été constatés au cours de l'année 2020 par rapport à 2019. Dans l'actualité des îles, soulevant un mot sur les élections municipales, Sylvia Nter-Oatea est la première candidate à déposer sa liste auprès de la subdivision administrative d'Outuroa. Je rappelle que les électeurs doivent retourner aux urnes après que le Conseil d'État ait annulé les élections municipales. On écoute Sylvia Nter-Oatea qui se présente pour retrouver son siège à Outuroa. Elle est au micro de Hitimanaki. C'est fait. Maintenant, les démarches administratives sont derrière nous. Aujourd'hui, c'est le terrain tous les jours comme nous avons déjà commencé. Et ce que j'attends de cette élection, c'est la continuité de ce que nous avions déjà entrepris. Les candidats potentiels ont jusqu'au 3 juin pour déposer leur liste. Le premier tour aura lieu le 20 juin, le second tour le 27. Dans un tout autre contexte maintenant, si vous cherchez vos racines, un lien incontournable est ouvert jusqu'au 9 juin dans le hall de la mairie de Punaoya. Des généalogistes polynésiens ont pu constituer les arbres de 90% des familles polynésiennes grâce aux archives et aux fameux cahiers des ancêtres. Ils sont remontés jusqu'au début du 19e siècle. Le travail de toute une vie pour Louis Chansefan. Il est au micro de Stéphane Ratino et Hubert Liao. À Tahiti, ce qu'on a pu remonter, c'est jusqu'au début du 19e siècle, d'une manière à peu près certaine. Mais auparavant, on s'appuie sur les légendes familiales, parce que c'est une tradition écrite. Et comme disait Raymond Graff, qui est là, on essaie de remonter au premier qu'on peut trouver, ce qu'il appelle, lui, le Tu'uti'i. C'est le nom tahitien de l'expo. Tu'uti'i, c'est-à-dire que l'ancêtre originel. Voilà, à voir jusqu'au 9 juin dans le hall de la mairie de Punaoya. Et pour clore cette édition, direction Mai'ao, à 100 km au sud-ouest de Tahiti. Une île où, grâce au système très conservateur des anciens, le chômage n'existe pas. Ce soir, Lorenzo Marama et Patita Savea nous brossent le portrait de la famille Pirato dans son quotidien. Regardez. Il est 6 heures. Comme chaque matin, la journée démarre par le petit déjeuner familial dans le foyer de Pirato et Vailani. Ils sont parents de 3 garçons, dont 2 sont scolarisés à l'école primaire de l'île. Au menu du jour, du poisson frit, du riz au lait de coco et un bon bol de chocolat. Nous avons préparé, avant qu'ils aillent à l'école, nous avons préparé à manger comme d'habitude, comme tous les matins nous faisons, pour nos enfants, nos 3 garçons, pour plus tard. Comment ça se passe, la vie en famille et être toujours unis. Vailani est originaire de Rurutu aux Australes. Son compagnon est natif de Mai'ao, 2 îles qui conservent encore aujourd'hui leur tradition et leur langue. C'est très différent par rapport à Rurutu. Moi, j'ai grandi à Rurutu, mais ce qui compte pour moi, c'est plutôt l'entente avec la population de Mai'ao. Leur langue plutôt aussi en même temps, la langue tahitienne. Et pour moi, ça me donne un surplus. Et ça me donne une autre langue aussi. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Il est bientôt 7 heures. C'est le moment de se rendre à l'école pour les 49 bambins de l'île. Et pour Pirato, qui est employé communal, la journée commence par des travaux sur un ancien chenal recouvert aujourd'hui de sable. Une matière première non négligeable qui est livrée gratuitement aux habitants pour leurs travaux de construction. D'après les dires des anciens, nous nous trouvons ici sur un ancien chenal et l'on pouvait y naviguer. L'eau du lagon communiquait directement avec le Grand Lac. Ce chenal permettait une meilleure oxygénation de l'eau de la lagune. Mon souhait serait de retrouver ce chenal en retirant le sable qui s'y est déposé depuis, mais bon, autant y aller avec une petite cuillère car ce n'est pas avec une vieille pelleteuse que je pourrais retirer des milliers de mètres cubes de sable. À la fin de la journée, après son travail communal, Pirato aime à se retrouver dans son fa'apu, un lopin de terre qu'il entretient en plantant des arbres fruitiers, des ananas, du manioc,
non pas pour vendre, mais pour agrémenter les repas en famille. On plante un peu de manioc, d'ananas et des bananiers. Parce que ces plantes-là, on ne demande pas beaucoup d'eau. Et ici à Mayo, c'est un gros problème, le problème d'eau ici à Mayo? Oui, c'est un grand problème sur la montagne, je dis, pour les farapous. Et pour récupérer de l'eau de pluie pour l'arrosage de ces plantes, un récipient, un drum de 200 litres, un morceau de tôle feront l'affaire. Il y a les tôles que j'ai mis là pour récupérer l'eau. Et après, je stocke dans ce fût. C'est de l'eau pour l'arrosage? Oui, c'est de l'eau pour arroser les pieds des citrons, papaye, manguier. Chauffeur de pelleteuse, agriculteur, pêcheur, éleveur de cochons, plusieurs casquettes sur la tête d'un seul homme. Un cas qui n'est pas du tout exceptionnel à Mayo, où chacun doit être polyvalent et ne compter que sur lui-même. Le chômage n'existe pas sur l'île et l'on peut vivre décemment à la sueur de son front. Un modèle de vie qui tend à disparaître. Avant de nous quitter, Claire Scott, consul général d'Australie à Papeete, sera l'invité café de votre matinale radio demain matin. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Vous allez devoir payer une taxe de 1800 francs plus du prix du prix de votre billet pour partir dans les îles. Une taxe exigée par le pays pour compenser les lignes déficitaires de la compagnie Air Tahiti. Elle sera appliquée au 1er juillet. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre les doctorales, près de 40 chercheurs réunis. Tahiti Info, Bora Bora, les restes oubliés de l'oncle Sam. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos radio. Restez avec nous tout de suite. Bleu Océan, 19h50. Patitifa vous emmène à Oahuka, l'île aux chevaux. Belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet